Yeah. C'est fabuleux. Vous répétez, j'entends très mal. Chip de Grégory Avray. Non mais c'était dingo. La bravade, oui. Les Grecs, tu m'aides pas là. Journal du Golf, le podcast C'est sur fantastique. journaldugolf.fr. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast du Journal du Golf. Au sommaire aujourd'hui, nous aurons avec nous Thomas Levet, avec qui nous ferons le point sur sa santé, son année 2010, sur cette année 2011 qui commence, bref, avec le plus truculent de tous les joueurs français. Nous passerons en revue toute l'actualité, notamment cette candidature française à la Ryder Cup 2018, dont Thomas Levet est l'un des parrains. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadiou et Jean-Philippe Rodenburger du Journal du Golf. Bonjour messieurs. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Avant d'accueillir Thomas Levet dans quelques instants, on commence avec vous Jean-Philippe pour faire le tour de l'actualité et retour d'abord sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Ouais, alors l'European Tour, le LPGA et le LET faisaient relâche la semaine dernière, mais on disputait quand même un tournoi du PGA Tour. C'était le Honda Classic et c'est un certain Rory Sabatini qui s'est imposé devant le Sud-Coréen Young. Alors Rory Sabatini, c'est un Sud-Africain, c'est son 6e succès sur le tour américain. Le premier depuis 2009. C'est en quelque sorte la victoire du renouveau pour un joueur plutôt connu par le passé pour ses écarts de conduite que pour ses exploits golfiques. Oui, Benjamin, vous avez fait un très bon papier sur le site du Journal du Golf sur ce Rory Sabatini qui a toujours eu l'image un peu d'un bad boy. Ouais, bad boy, bon, c'est un bad boy du golf, c'est un gentil bad boy, hein. C'est pas Cantona qui savate la tête d'un supporter sur un terrain. On n'en est pas là encore en golf. On n'en est pas là. Alors Rory Sabatini, on se souvient de lui. En 2005, il jouait avec Ben Crane, on se souvient le comique du golf Ben Crane, mais qui est aussi très lent. Rory Sabatini ne l'a pas supporté sur le parcours et les 2 derniers trous, il les a joués en jouant devant Ben Crane. Ça lui a valu les foudres des officiels, des joueurs et pas mal du public. Arnaud ? C'était sur un gros tournoi en plus. C'était le Booz-Allen 2005 et Ben Crane était plutôt bien placé, était dans le top 10, donc ça n'a pas été très très bien perçu, mais c'est pas la première fois que Rory Sabatini se faisait remarquer. Hein. On peut retrouver votre excellent papier donc, sur le site du Journal du Golf et on le retrouvera effectivement aussi dans le prochain numéro du Journal du Golf. Ouais, alors avec cette victoire, Rory Sabatini se qualifie pour le WGC Cadillac Championship de cette semaine où justement il retrouvera Ben Crane. Et Tiger Woods, ce serait assez sympa, ouais, parce qu'il a eu maille à partir aussi avec le Tigre. Sabatini, il avait dit tout simplement qu'il n'avait pas peur de Tiger. Que Woods était prenable, voilà, c'était en prenable. 2007. Voilà. À l'époque, fallait le sortir. Maintenant, un petit peu moins. Ouais. Il en a remporté quelques-uns des tournois du Grand Chelem après le Tigre. Deuxième étape donc du championnat du monde avec ce tournoi WGC qui se déroulera en Floride sur le fameux parcours du Blue Monster, Jean-Philippe. Ouais, une deuxième étape où Ernie Els justement tentera de défendre son titre. Un tournoi où Tiger Woods et Phil Mickelson joueront les 2 premiers tours dans le même groupe. Alors ce sera la 26e fois de l'histoire que les 2 Américains joueront ensemble. La dernière confrontation directe remonte à l'an passé, au dernier tour du BMW Championship. Ils seront accompagnés en Floride par l'Irlandais du Nord, Graham McDowell. Et pour info, le tournoi se déroule donc en Floride, pas très loin du nouveau palace de Tiger Woods, lieu Jupiter Island, coût environ 4 millions d'euros. Une propriété 40 millions d'euros. 40 millions d'euros. Quand on s'appelle Tiger Woods, 4 millions d'euros, c'est juste la dépendance. Oui, c'est ça. Une propriété vraiment démentielle de 3000 mètres carrés, tout confort avec un mini parcours de golf. 4 trous, 6 bunkers avec des types de sable différents, un studio d'entraînement putting, bref, des conditions idéales pour s'entraîner. Thomas Levet nous en parlera peut-être, puisqu'il habite pas très loin de chez Tiger Woods, même si la maison n'a rien à voir. Enfin, Thomas nous le dira. Oui, pour Tiger Woods, on ne parle pas d'un jardinet, mais vraiment d'un vrai centre d'entraînement. Et il a d'ailleurs déclaré que s'il n'y avait pas de vent, il pouvait taper jusqu'à un fer 7 dans ce jardin. Donc on va dire que c'est plutôt un parc. Ouais, c'est plutôt une belle propriété. Allez, un dernier mot sur Woods et une déclaration de José Maria Olazabal, Jean-Philippe. Ouais, il y a quelques semaines, c'était Jack Nicklaus qui déclarait qu'il pensait que Woods était toujours capable de battre son record de 18 victoires en majeur. Alors c'est au tour du capitaine de l'équipe européenne pour la prochaine Ryder Cup de donner son avis sur un éventuel retour du Tigre au sommet du golf mondial. L'Espagnol a déclaré qu'il le pensait toujours capable de gagner, notamment en Grand Chelem, mais que ce sera difficile pour Woods de dominer à nouveau le golf mondial
pendant 10 ans, comme le Tigre l'avait fait auparavant. Merci Jean-Philippe, et on signale qu'il y a la reprise du Challenge Tour cette semaine, deuxième tournoi de la deuxième division du golf européen, et 5 Français engagés: Adrien Bernardet, Édouard Dubois, Julien Ken, Charles-Édouard Russo et Anthony Stobeck. On y reviendra la semaine prochaine probablement pour évoquer les résultats des Français, mais place au numéro 1 français, en tout cas des années 2000, Thomas Levet, 5 fois victorieux en tournoi. C'est un record des temps modernes. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, il y a Martin Coulon qui vous a rencontré à Dubaï il y a quelques semaines, qui a fait un sujet sur vous pour journaldugolf.fr et qui évoquait notamment votre santé. Comment est-ce que vous allez, Thomas ? Bah ça va à peu près. Ça se remet doucement et bon, je pense que dans 2-3 mois ça sera fini, quoi. C'est un truc qui est très long à guérir, donc c'est normal que ça prenne du temps. Et puis j'ai des problèmes aux 2 tendons d'Achille, donc ça met du temps, mais bon, je fais attention, et puis ça devrait aller dans 2 mois, ça devrait être fini. Ah ouais, il reste encore 2 mois. Et vous souffrez de quoi exactement et depuis quand ? Ah, c'est tout bête, hein. C'est une inflammation des 2 tendons d'Achille, et puis c'est depuis le 15 décembre à peu près. Et c'est parti comme ça, j'étais dans un repas, tout allait bien, je me lève de table, je pouvais plus marcher. Donc voilà, c'était sans signe avant-coureur, et puis là, ça commence je fais des progrès toutes les semaines, donc c'est déjà encourageant pour le reste de la saison. Alors Thomas, donc si vous le dites 15 décembre, vous êtes franc, donc l'année dernière, ça n'a pas été votre meilleure saison, ça a même été une des plus mauvaises depuis bien longtemps pour vous. Alors pourquoi cette saison 2010 un peu noire, alors que vous nous aviez habitués à vous battre pour la victoire ? Parce que plein de petites blessures qui m'ont empêché de m'entraîner comme je voulais, et puis j'ai traîné un problème au genou, un problème au talon, des petits trucs qui font que on peut pas s'entraîner autant que ce qu'on veut, et puis dans certains tournois un petit peu un manque de réussite dans certains tournois, comme un tournoi en Espagne où j'étais revenu le dernier jour, je fais -9 le dernier jour et je reviens en tête du tournoi avec une tempête pas possible qui est en train de se monter. Et moi j'ai joué dans la tempête toute la journée, et puis la tempête elle s'arrête à 1h de l'après-midi quand les leaders partent. Donc je finis à 5 points, mais bon, moi j'ai joué un parcours qui était peut-être 7-8 points plus difficile que ce qu'ils ont joué eux. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais une saison, l'important c'est que je finisse quand même dans les 115 premiers en jouant pas bien du tout. Et puis l'important surtout dans cette saison-là, c'était de soigner tous les petits bobos, et puis de se retrouver en 2011 en meilleure disposition. Bon, malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas, mais bon, je pense que ça ira bien dans 2 mois, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour les gros tournois, donc, alors Thomas Levet en 2011, vous allez être comment ? Vous la voyez comment cette saison, Thomas ? J'espère bien, parce qu'à l'entraînement, là, depuis le début janvier, à l'entraînement, c'est très très bien. En tournoi, c'est un peu moins bien, parce que le putter n'a pas été chaud du tout. Donc, et puis en début de saison, sur le circuit européen, c'est le calendrier est fait d'une telle façon que on joue pendant 1 mois, puis après on s'arrête pendant 1 mois. C'est un peu spécial, mais bon, pour moi c'est plutôt pas mal, parce que ça me permet de me soigner et puis d'être un peu plus tranquille à la maison, et puis d'arriver un peu plus frais que les grosses pointures dans les gros tournois qui vont se situer vers le mois de mai, juin, juillet. Benjamin ? Ouais, pour rappeler, Thomas Levet, c'est l'un des joueurs les plus précis sur le circuit européen. Dans une bonne année, il touche 75% de green régulation, ce qui correspond, Arnaud, à on va dire 13, 14, voire 15 greens touchés par parcours. Et donc du coup, le putting, c'est un peu le baromètre, comme on dit, quand Thomas Levet putte bien, Thomas Levet gagne. Et donc Thomas, qu'est-ce qui se passe avec ce putting ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous le travaillez ? Vous l'avez dit, vous avez donné des chiffres là qui sont tout à fait évocateurs. Actuellement, je suis pas tout à fait à 70% 69. de gain en régulation, donc ce qui est déjà très bon. Donc je suis un petit peu en dessous de ce que je fais d'habitude. Et puis ça fait que ça pousse un peu plus sur mon putting, et qui est pas mauvais, mais qui est pas au niveau qu'il faudrait pour gagner des tournois. Et c'est à moi de faire des progrès dans un petit peu tous les compartiments du jeu pour de nouveau être à la lutte. Mais je sais que à l'entraînement ça se passe bien, donc ça devrait arriver en tournoi. Et le truc, c'est à moi d'être assez relâché en tournoi pour pouvoir faire ces performances-là, parce qu'à l'entraînement il y a vraiment des trucs vraiment très très bons qui se passent. Donc c'est le petit déclic. Et on cherche tous un petit déclic dans une saison, et
Et le petit déclic, je l'ai pas trouvé encore, mais bon, on a joué que 4 tournois aussi, donc c'est une saison qui est très jeune pour l'instant. Ouais, donc Thomas, 4 tournois joués, 2 cuts ratés, une 42e place à Dubaï, c'était votre meilleure performance. Pour être très précis, vous venez changer d'équipementier, de matériel, vous avez quitté Inesis. Ça a été un déchirement pour vous de quitter cet équipementier français qui vous équipait depuis près de 10 ans maintenant. Ah bah oui, c'est pour moi ça a été je pense plus difficile qu'eux parce que moi je voulais bien continuer le contrat. Donc c'était surtout de leur part qu'ils voulaient pas continuer. Donc bon bah voilà, maintenant j'ai signé chez Titleist et puis j'ai signé aussi pour remplacer le contrat Inesis, j'ai signé chez monsieurgolf.com. Donc c'est des contrats qui remplacent Inesis et qui font que je me retrouve avec un équipement totalement différent de ce que j'avais l'année dernière. Mais avec des caractéristiques quand même assez proches, donc c'est pas un gros changement. J'ai mis à peine une semaine à m'adapter au matériel, donc ça donne espoir pour la fin pour la saison. Et puis surtout j'ai pas eu de temps d'arrêt total entre une série et l'autre, parce que vraiment les caractéristiques sont vraiment très proches, même si le look des clubs et la sensation des clubs sont assez différentes. Le reste, c'est au niveau vol de balle et longueur de balle, c'est à peu près la même chose. Donc ça n'a pas été un problème. Ouais, Thomas, vous parliez de longueur de balle et de vol de balle. Depuis l'an dernier, vous devez jouer avec les nouveaux clubs, avec les nouvelles stries, des stries moins profondes, moins performantes dans le rough. Et je crois que vous nous avez dit il y a quelques semaines, quelques mois, que ça vous avait un petit peu gêné, vous qui êtes un joueur assez court sur le tour. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est vrai? Non, ça doit pas être moi, non. Non. Moi, ça m'avait pas beaucoup gêné, justement. J'ai pas trouvé beaucoup de différence avec ce qu'on avait l'année dernière. Et il y a 2-3 trucs qui, c'est vrai que dans le rough, de temps en temps, la balle sort un peu plus vite que d'habitude. Autour des greens, c'est juste une question d'adaptation. Hein. C'est un peu comme si on passait des greens mouillés à des greens assez durs. Il faut s'adapter au rebond de la balle et à l'endroit où il faut la faire pitcher. Et puis derrière, ça ne change pas grand-chose, et on le voit de toute façon à la moyenne des scores, à la longueur des balles et ainsi de suite. Il y a zéro de changement. Ça a coûté beaucoup d'argent du golf, mais c'est tout. Oui, il me semblait, Thomas, que vous m'avez dit que ces nouvelles lois pénalisaient les joueurs courts. C'était... Non? Moi? Oui. Il insiste. J'insiste. C'est que ça a été fait justement à la base pour privilégier les joueurs courts à la précision. Mais... oui et non, parce que oui, c'est vrai que ça peut pénaliser un petit peu, parce que dans le rough, les balles elles vont partir beaucoup plus vite avec des fers moyens qu'avec des fers courts, mais bon, ça change pas grand chose par rapport aux autres joueurs. Tout le monde a le même problème dans le rough, et on joue tous avec des clubs égalité. Moi, ce que je vois, c'est que ça a rien changé du tout. Par contre, au niveau des scores et au niveau des moyennes de score, donc c'est vraiment, ça a été vraiment un truc qui a été fait, on ne sait pas trop pourquoi, et puis surtout, ça a été fait en coûtant beaucoup d'argent à toute l'industrie du golf, et ça a pénalisé beaucoup de monde. Ça a pénalisé les joueurs qui ont moins de services sur le circuit, qui ont des contrats un peu moins gros, et puis les compagnies de clubs ont dû revoir tous leurs dessins pour faire de nouveaux clubs, et ça a retardé la sortie de certains clubs. Donc ça a été vraiment un truc, ça s'est passé comme ça. Et pour vous dire, même sur le circuit, on n'est même plus contrôlé sur les streets, sur les clubs. C'est-à-dire que ils se sont rendus compte que en fait, ça servait pas à grand chose, quoi. Il y avait eu des contrôles, Thomas? Il y a eu un contrôle la première semaine, c'est tout. D'accord, Thomas, on est avec vous au téléphone. Vous êtes actuellement chez vous en Floride. Il y a le tournoi, on disait, de Doral, le championnat du monde sur le Blue Monster. Est-ce que vous allez pouvoir vous y rendre en voisin? Est-ce que vous avez prévu de vous y rendre? Vous avez fait un tour là-bas? Non, je m'y suis pas rendu. J'ai eu la semaine dernière le Honda Classic qui était juste en face de chez moi, à moins d'1 kilomètre. Et puis j'ai regardé tranquille à la télé, puis voir les gars. Ils n'ont pas eu de chance la semaine dernière, parce qu'il a fait un superbe temps depuis 6 semaines, et puis ils sont arrivés en Floride, il s'est mis à faire un vent pas possible. Cette semaine, ils annoncent un peu plus de pluie, donc ça va être un peu plus dur à ce niveau-là du côté de Miami. Mais par contre, il y aura beaucoup moins de vent qu'au Honda Classic la semaine dernière, donc les scores devraient se tenir quand même. Et il faut savoir qu'aussi que le Doral est quand même un parcours beaucoup moins difficile que le PGA National la semaine dernière.
Donc je pense que les scores devraient être aussi bas que les autres années, c'est-à-dire qu'on est moins 15, moins 16 pour gagner le tournoi. Benjamin. Thomas, pourquoi vous n'avez pas tenté les qualifications du lundi pour le Honda Classic Ah bah c'est tout bête, j'avais pas le droit de les faire, donc voilà. C'est pas possible en tant que non membre ou... Ah si, il fallait que je loupe le tournoi de Dubaï pour aller jouer les préqualifications des qualifications. Il y a des préqualifications de qualifications. Ouais, ça fait beaucoup. Oui, exactement, ouais. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, et puis en plus j'étais 30e réserve dans ce truc-là, si jamais je m'inscrivais, donc voilà. Ça fait loin. Donc, oui, ça fait très loin, c'est-à-dire que la probabilité est toute petite, et en plus il faut que j'attende pour faire une journée de tournoi, il faut que je sacrifie un gros tournoi en Europe. Donc c'est même pas la peine, non. Thomas, dans le sujet de Martin sur vous à Dubaï, on vous a vu en grande conversation avec Tiger Woods. Ça fait quelque temps au podcast qu'on discute un peu des changements de swing de Tiger. Qu'est-ce que vous en pensez des changements sur son swing et de Tiger en général et de son niveau, Thomas? J'en pense du bien parce qu'il essaie de swinger comme moi en fait. Non, et en fait ça fait longtemps que Woods aurait dû faire ce changement-là. J'ai pas beaucoup aimé les 4 ou 5 dernières années quand il s'est mis à swinger avec beaucoup de bas du corps, avec le bas du corps qui bougeait beaucoup, surtout en hauteur. C'est-à-dire que sa jambe gauche, elle se raidissait tellement dans la traversée de balle, surtout avec les longs fers et le driver, que ça devenait vraiment très difficile à contrôler. Et même son genou a pété d'ailleurs. Oui, le genou a cassé, mais ça m'étonne pas. On a tous des problèmes de genoux. Ça, c'est pas une nouveauté. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que le swing est beaucoup plus stable. Il essaye de taper la balle beaucoup plus de gauche à droite qu'avant, parce que pour un joueur qui tape aussi fort que lui, taper de droite à gauche comme il faisait, c'est bien parce que la balle va loin. Par contre, au niveau contrôle de distance, c'était pas évident. Et on le voyait surtout sur sa grande faiblesse, c'était à partir du fer 4 jusqu'au driver. C'est la profondeur de ses coups était pas bonne, et le fait de jouer un tout petit peu plus en balle de gauche à droite et un peu plus punché, ça lui donne une trajectoire de balle qu'il contrôle beaucoup mieux. Et puis le problème qu'il a maintenant, ça va être un problème d'adaptation visuelle, c'est-à-dire que lui avait l'habitude de voir le parcours de droite à gauche pas mal. Et maintenant, il faut qu'il voit de gauche à droite. Et quand il va louper à droite, alors qu'avant, il loupait un tout petit peu à droite, mais beaucoup à gauche. Donc, ça va être une adaptation visuelle qu'il va devoir faire. Et ça, je pense que ça va mettre facilement 6 mois à se mettre en place. Donc, ça va pas être évident. Puis bon, il faut savoir aussi qu'ici, aux États-Unis, il se fait quand même bien matraquer dans la presse toutes les semaines. Ça y est, Woods est perdu. Woods, c'est comme Tyson, il a fait une carrière qui a duré 10 ans et puis après on va plus le voir. Des titres aussi forts que ça. Donc ça va pas être évident quand même mentalement non plus. Justement, on va y revenir là-dessus, Thomas, mais il y a un peu tous les avis quand même sur le swing de Woods. On avait commencé avec Dominique Laretsch ici, qui lui était pas tellement d'accord avec les changements de Woods en disant que c'était un swing plus pour quelqu'un de 20 ans que pour quelqu'un de 35 ans. C'est quoi? C'est l'avenir qui donnera raison à Tiger ou tort? On peut faire un peu les changements qu'on veut sur un swing de golf et après c'est l'avenir qui donne raison ou tort? Le problème, c'est que c'est des changements qui sont vraiment très différents de ce qu'il faisait avant. C'est presque l'inverse en fait. Et le truc, c'est que oui, Dominique disait oui, c'est peut-être un swing de 20 ans, mais le problème, c'est qu'avant, il avait un swing d'un gamin qui avait 18 ans. C'est-à-dire qu'il en foutait, c'était 200% dans la balle à chaque drive. Donc ça, à 35 ou 40 ans, on peut pas le faire, c'est pas possible. Donc il fallait qu'il fasse ces changements-là, parce que physiquement, il pouvait pas tenir avec ce swing-là. Donc ça, c'était évident. Et puis derrière, on va voir si ça marche ou pas. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui, en changeant de swing totalement, se sont enfoncés dans les profondeurs du classement. Mais je pense que ce gars-là, il est tellement fort. Au départ, il a tellement une marge par rapport à la moyenne des joueurs que je pense qu'il va quand même s'en sortir. On sait que Nicklaus, il y a 25 ans, avait fait aussi des changements de swing et des changements tactiques. Et il avait mis peut-être 4-5 ans avant de revenir à son meilleur niveau. Donc, je pense qu'il faut le laisser faire. Je pense qu'aussi, il faut laisser le public s'habituer à ce que Woods soit plus numéro 1 mondial. Il est 4 ou 5e actuellement, je crois. 5e, oui. Et ça, c'est un changement important parce qu'il est plus dominateur dans les tournois.
Et puis surtout, actuellement, il y a toute une nouvelle vague de joueurs qui n'a jamais joué avec Woods à son meilleur niveau. Parce qu'ils sont arrivés il n'y a que 2 ans seulement, où Woods était pas là, si on peut dire, il était blessé, ou il était dans toutes ses affaires et tout ça. Et puis pendant 2 ans, ils n'ont pas eu le phénomène Woods, un joueur qui ramenait 5 ou 6 coups de retard sur les 7 derniers trous, qui faisait 7 birdies de suite pour passer en tête d'un tournoi le dimanche, ou des trucs comme ça. Ça, ils l'ont pas encore vécu. Donc ils n'ont pas du tout la dépendance psychologique par rapport à un Woods, par exemple. Ils l'ont jamais connu. Et donc ces joueurs-là ont beaucoup plus de facilité à rivaliser avec Woods. Et ils y pensent même pas à Woods quand ils commencent un tournoi d'ailleurs. Et alors Thomas, vous dites que la presse américaine dit qu'il est fini. Vous reconnaissez quand même qu'il a déjà fait des changements dans son swing et il n'était jamais passé à la 5e place mondiale. Il avait quand même continué à gagner les tournois. Là, il gagne quand même plus depuis 1 an et demi. C'est quand même sa plus grosse traversée du désert. Il est légitime que pour une fois, on se pose plus de questions, même s'il a toujours surpris tout le monde et fait taire tous les commentaires négatifs sur lui. Pour la première fois, on commence quand même vraiment, même vous, on sent que vous êtes moins catégorique que d'habitude sur Woods. Oui, parce que les résultats sont pas là, ça c'est sûr. Mais on sait aussi que je sais très bien que des changements de swing, il a commencé l'année dernière, en septembre, c'était à à changer de swing. C'était à l'USPGA. Fin août, début septembre, à changer de swing. Et ça va mettre 6 à 8 mois avant de se mettre en place. Donc là, il faut lui laisser du temps. Je pense que on arrive en début de saison en plus, ça s'est pas très bien passé en tournoi. Par contre, on sait très bien qu'il vise aucun des tournois qui sont avant le Masters. Ça, c'est des tournois d'entraînement pour lui. Par contre, à partir du Masters, British Open, US Open, Players Championship, ça c'est des tournois où il va vouloir gagner et il va vouloir être dans le top. Donc, tant qu'on n'a pas vu comment ça se passe au Masters, c'est un parcours qu'il connaît parfaitement et qui est bien adapté à son jeu. On peut pas critiquer un joueur parce qu'il est capable, ce gars-là, il est capable de gagner les 4 prochains majeurs. Donc c'est pas maintenant qu'il faut s'y mettre. Si dans 1 an, au bout d'1 an du nouvel entraîneur, du nouveau swing, c'est toujours la même chose, là on peut se poser des questions. Mais pour l'instant, je crois que c'est trop tôt. Benjamin ? Ouais, Thomas, à l'instant vous disiez, on pourra peut-être se poser des questions, mais il y en a qui n'attendent pas de se poser des questions, non pas sur le swing de Woods, mais plus directement vers le coach de Tiger Woods, le Canadien Sean Foley. Donc déjà, Thomas, est-ce que vous le connaissiez ce coach auparavant ? Oui, on l'a vu avec plusieurs joueurs du circuit. Mais bon, vous savez, attention, il y a un truc aussi, c'est que, vous l'avez dit, le problème qu'il a, ce gars-là, c'est qu'il est canadien, il n'est pas américain. Et les Américains aiment bien avoir le contrôle de tout. Vous voyez, par exemple, Willie Westwood arrive numéro 1 mondial, il est critiqué tout de suite. Martin Kaymer est numéro 1 mondial, ah oui, mais il n'est pas américain, ça joue pas aussi bien que Mickelson. C'est le protectionnisme américain, ça. C'est du protectionnisme total, et puis de dire, bah oui, mais vous voyez, regardez, il a changé de coach, moi j'aurais fait beaucoup mieux, par exemple. Ouais. On peut tous s'y mettre et tous s'y coller, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Woods, on ne sait pas comment ça se passe entre les deux, et on voit qu'il y a eu des changements, ça veut dire que le gars il a bossé, et que ça apporte un changement. La balle de Woods, elle partait de droite à gauche, maintenant elle part de gauche à droite, et il contrôle un peu mieux ses fers. Pour l'instant, c'est du positif, hein, mais après, la balle, c'est pas le coach qui la met dans le trou, c'est le joueur. Donc, critiquer un coach, on peut critiquer tous les coachs du monde à ce moment-là. Ouais, d'ailleurs, c'est Johnny Miller et puis un autre consultant dont j'ai oublié le nom de Golf Channel qui s'en sont pris à Sean Foley. Sean Foley qui a répondu que ce consultant en question avait raté en carrière la moitié de ses cuts et qu'il n'était pas forcément placé pour critiquer un joueur qui n'a raté que 6 cuts dans sa vie et qui a gagné 14 majeurs. Sean Foley, on l'accuse plus ou moins d'être une sorte de charlatan, un petit peu d'avoir repompé certaines théories de swing à son compte comme le stack and tilt. Vous le défendez encore, Thomas ? Sean Foley. Ah mais tous les professeurs ont un peu leur chimie, ça c'est évident. À ce moment-là, on prend tous les professeurs du monde, on les met tous à la retraite parce qu'ils ont fait quoi ? Ils ont fait du John Jacobs depuis 35 ans. Voilà, c'est tout. Hein. Chaque professeur a sa théorie du swing, a sa façon d'enseigner, et puis prend ce qu'il pense être le plus efficace dans chaque méthode de swing, et puis après essaye de l'adapter à la morphologie et à l'expérience de son joueur. Et selon les joueurs, on peut pas enseigner à un joueur
comme Woods, comme on pourrait faire à Jeff Sluman. Ils n'ont pas du tout le même physique, par exemple. Oui, on rappelle juste que Thomas Levet se coach tout seul et qu'il n'a jamais été un grand fervent des leçons. Il se débrouille tout seul sur le tour. Oui, mais attention, je me débrouille peut-être tout seul en tournoi, mais dans ma vie, j'en ai pris quand même pas mal des leçons et je peux vous dire que dans un swing, moi j'ai appris de Christian Bonardi, j'ai appris de John Jacobs, j'ai appris de David Ledbetter, j'ai appris de René Darieux-Merlou, j'ai appris de gens comme ça qui m'ont appris certaines choses dans le swing, et ensuite on essaie de faire ce qui s'adapte le mieux à sa personne. Et je pense que c'est ça la richesse d'un swing, c'est-à-dire de dire, tiens, j'ai plusieurs façons de le faire, et puis j'ai cette façon-là qui me permet de travailler cette trajectoire de balle-là, et puis c'est cette façon-là qui me permet d'éviter de faire ces erreurs-là. Et donc il y a plein de petits trucs dans un swing. Un swing, c'est tellement compliqué qu'on pourrait prendre tous les professeurs du monde, les mettre sur un tableau noir, et puis leur demander une copie, de rendre une copie à la fin de l'heure, et de leur mettre tous 0, parce qu'on dit, non, oui, mais ça, il faut monter le club, regarde, un tel... Dans son livre, il a mis qu'il fallait monter le club comme ça, et toi tu mets que c'est comme ça. Donc on peut discuter toute la journée sur la technique, et je pense que pour le cas Woods, il faut le laisser faire, et on verra qu'il n'y a que les résultats qui nous diront si ça marche ou pas. Ok, et Thomas, 2 dernières questions pour terminer. 17 mai, la Ryder Cup, en France ou pas en France, la Ryder Cup 2018, vous le sentez comment ? Pour l'instant, j'espère qu'on va rester comme on est actuellement, parce que les rumeurs disent qu'on a la Ryder Cup, les rumeurs disent que les Espagnols ont une belle candidature, que les Portugais ont une belle candidature, et puis que nous on a la plus belle de toutes, mais que financièrement on n'est pas les meilleurs. Par contre, comme c'est un vote et que le circuit européen dépend du financement de la Ryder Cup, pour gérer tout le circuit pendant les 3 ou 4 prochaines années, il y a le risque que ça soit donné au Portugal ou à Madrid. Mais sur le papier, on a la plus belle candidature. Donc ce que j'espère, c'est que... Et puis on a aussi la candidature qui est la plus solide financièrement. C'est-à-dire que nous, l'argent a été garanti par la fédération et par la candidature Ryder Cup, alors que les autres candidatures ont beaucoup de mal à garantir toutes les 100% de leur candidature. Donc c'est pour le circuit européen. S'il la donne au Portugal ou à Madrid, ça sera plutôt un pari qu'autre chose. Par contre, avec nous, ça sera la sécurité et surtout, je pense, la facilité, parce que notre candidature est peut-être la plus facile à organiser. Rien qu'une chose, on a déjà le parcours qui est construit, alors que le Portugal et Madrid n'ont pas de parcours qui est fait. Et ce que je vois, et de l'extérieur, c'est que de faire un parcours et de pouvoir jouer en compétition comme la Ryder Cup 7 ans après, c'est très très difficile. On l'a vu avec le Celtic Manor, ça a été une Ryder Cup qui s'est bien passée parce qu'on a eu de la chance, mais au niveau du parcours, c'était loin d'être ça. Alors pour terminer, Thomas, ça fait quelques années que vous êtes sur le circuit, vous voyez débarquer des petits nouveaux Français un peu chaque année. Là, il y en a des un peu spéciaux, peut-être un peu plus forts que les autres qui sont arrivés. Romain Vattel, Victor Dubuisson, vous les avez vus déjà, vous les avez déjà côtoyés, vous avez joué avec eux, vous pensez quoi de ces deux-là ? C'est bien d'avoir un peu du sang frais sur le circuit, et c'est 2 joueurs qui avaient des profils un peu différents, et je crois que en 6 mois de professionnalisme, ils ont beaucoup appris. Par exemple, Victor Dubuisson, il avait beaucoup de mal à s'entraîner entre les parcours, et il a vu que sur le circuit, ça s'entraînait beaucoup, et puis surtout ça jouait très très bien, et que pour un joueur qui était dans les meilleurs mondiaux amateurs, il se retrouve sur le circuit dans la masse du circuit, quoi. Donc c'est pour passer au niveau supérieur, il a dû se mettre à l'entraînement. Et puis dans le cas d'un Romain Vattel, c'est un joueur qui est beaucoup plus réservé, et par contre qui travaille beaucoup plus. Donc lui, il avait déjà le professionnalisme dans la peau avant de passer pro. Donc pour lui, ça a été une adaptation un peu moins bonne. Par contre, ce que je vois, c'est qu'au niveau des résultats, il y en a un qui, dans son premier tournoi, se retrouve en dernière partie avec Ernie Els et Retief Goosen en Afrique du Sud. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis un autre qui fait 9e dans un tournoi en début d'année aux Émirats. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Après, le but pour ces jeunes joueurs, c'est de gagner leur carte le plus vite possible, et puis de s'installer sur le circuit pour de longues années. Mais bon, les deux ont le jeu
jeu pour le faire, donc ça m'inquiète pas trop. Ok, merci Thomas, toujours aussi intéressant de vous avoir et de vous écouter. Merci notamment pour ces commentaires sur le swing de Tiger Woods. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans ce podcast et de vous rappeler à nouveau, soignez bien vos tendons d'Achille et à très bientôt pour évoquer des résultats et des bons résultats. Merci Thomas, à très bientôt. Au revoir. Cette émission est à présent terminée. Merci Benjamin Cadieux et Jean-Philippe Roden-Burger. Merci également, bien évidemment, à Pierre-Édouard Marion à la réalisation. Le podcast du Journal du Golf revient la semaine prochaine. Salut à tous. Et n'oubliez pas, pour mieux jouer au golf, il faut prendre des cours. Journal du Golf, le podcast sur journaldugolf.fr.